Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Nous les Normands. On valorise, vous le savez, celles et ceux qui font vivre notre territoire. Et cette semaine, c'est Emmanuel Chonu qui nous accompagne. Bonjour Emmanuel. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Je commence à déjà bosser, en train de moi, dessiner. je bosse tout le temps, vous savez. Caricaturiste, dessinateur de presse, humoriste, bien connu dans la région. Effectivement, il a toujours ses crayons près de lui. Il nous fera découvrir ça. Il nous parlera de sa passion dans cette émission. Et puis Dominique Krovskov m'accompagne aussi comme chaque semaine. Bonjour Dominique. Bastien. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? On va parler d'un milliardaire suisse qui va investir dans l'art, si je puis dire, à Caen. À Caen, une ville bien connue de notre invité. Nous les Normands, c'est parti. Il croque l'actualité depuis 1986. Chonu est notre invité. Vous collaborez avec plusieurs médias, notamment le quotidien Ouest France en Normandie. Est-ce que d'abord vous vous souvenez de votre tout premier dessin publié ? Oui, tout à fait. C'était à la Manche Libre, à Saint-Lô, et c'était la première cohabitation. Donc j'avais fait Mitterrand qui pilotait un hors-bord et derrière avec Chirac qui se faisait un peu balloter mais qui avait l'air très comme ça. Et c'était incroyable parce qu'on était sous la Ve République et la cohabitation c'était un ovni, on n'avait jamais vu ça. Parce que la cohabitation entre De Gaulle et Pompidou, ok, mais là c'était vraiment, et c'était passionnant. Ouais. On débutait le métier de caricaturiste avec cette cohabitation et puis ces pots de banane et tout. Et puis Mitterrand et Chirac, c'est un casting génial, c'est la grande vadrouille. Et vous, les caricatures, ça a commencé déjà au collège, avec vos profs, je crois. Moi, mon père mes parents étaient des historiens, des intellectuels, et donc ils m'ont eu à 43 ans, donc je n'étais peut-être pas bien fini, et donc mais ça s'est arrêté à la maternelle. Oui, alors ça a commencé, vous avez raison, parce que le premier personnage, je vois ici notre professeur de l'émission, le premier personnage qu'on voit, c'est l'autorité, c'est le savoir. Et donc, c'est comme l'homme politique, c'est comme le président. Donc, quand on dessine, on est aspiré par ce personnage qui soit vous postillonne, soit sans des pieds, soit est génial. Et donc, voilà, vous commencez. Et puis, alors, il y a les copains. Et puis, alors, surtout, les copains vous disent, tiens, par exemple, Bastien, Bastien, c'est vous. Donc, très vite, vous apprenez que le visage est un hiéroglyphe. Voilà, et donc ça commence comme ça, c'est l'école. Vous avez parfaitement raison. C'est l'école. Est-ce que ça vous a quand même valu quelques réprimandes ? Alors, ça m'a valu au lycée Malherbe à Caen. J'avais un ami qui s'appelait Ismaël Gouré, qui est un super d'origine somalienne. Voilà, on était un peu Starsky et Hutch. Et il me dit, dessine le prof de français. Et cet imbécile, je le salue, il l'a photocopié. Et c'était un prof de français qui était absolument d'une finesse, Monsieur Sibou. Et il a collé ça avec Wanted dans tout le lycée Malherbe. Le lycée Malherbe, pour les gens qui nous regardent, c'est un des plus longs lycées de Normandie, une espèce de serpent de mer, et voilà. Et donc, ça m'a valu quand même une engueulade, mais à l'époque, les parents ne vous soutenaient pas. Hein. Maintenant, c'est pourquoi vous avez collé mon fils, okay. Non, là, c'était... Là, par contre, tu as fait une erreur, voilà. C'était l'ancien monde. Ouais. Les temps changent. Oui. L'actualité, en tout cas, continue de nous gâter. Ah bah oui. Est-ce qu'il y a une actualité qui vous a particulièrement marqué depuis 1986 ? Écoutez, alors, depuis 1986, bien sûr qu'il y a... vous savez, les gens me disent « vous avez de quoi faire ». Mais je leur dis, mais enfin, depuis le Big Bang, on a de quoi faire. Je suis en train de faire un spectacle sur Guillaume le Conquérant. Et donc, vous vous rendez compte que la bataille d'Hastings, c'est un truc, mais c'est la guerre d'Ukraine, enfin. Et donc, ça s'est toujours mal passé, des moments de guerre. Donc, mais en ce moment, c'est vrai que, un peu comme sur le vol Rio-Paris, nous traversons une zone de turbulence. Bon, voilà. Mais, vous savez, mon père a connu la guerre. Il a été un des derniers à passer les ponts de Rouen en 40. Il était adolescent et il se faisait sauter les ponts. Donc, quand on a un peu de mémoire, on se dit que finalement, c'est un éternel recommencement. Mais en ce moment, moi, ce qui me touche dans l'actualité, cher Bastien, parce qu'on pense à eux, c'est bien entendu la dermatose modulaire. Parce que la Normandie sans la vache, il nous manquerait quelque chose. C'est vrai, c'est un symbole de la région. Est-ce que parfois, malgré tout, vous êtes en panne d'inspiration face à l'actualité ? Non, j'ai la trouille, comme tous les trouillards. Et puis, vous savez, quand vous êtes né dessinateur de presse, vous n'êtes pas un génie. Si vous êtes Géricault, et on salue le musée de Rouen et les tableaux de Géricault, une œuvre se construit. Quand vous êtes dessinateur de presse,
vous êtes stimulé par la commande. Donc, vous êtes habitué à toujours produire. Par contre, si vous me dites, fais une œuvre comme ça, je ne serais pas capable de le faire. Il me faut moi, je suis la tapisserie de Bayeux. Hein. Vous me donnez une guerre, je vais vous broder un truc, mais si j'ai de me demander de faire une tâche ou un truc sous là, je ne serais pas capable. Je suis un artiste mineur. Hein. Mais c'est plus difficile la caricature aujourd'hui qu'il y a quelques années. Alors là, mon vieux, oui, bien sûr, c'est très terrible parce que on ne peut plus. Tout le monde aujourd'hui arrive avec sa maladie, sa différence. Enfin, on quitte le champ de l'universel pour arriver. J'arrive avec mon problème. Et donc. Les gens sont beaucoup plus, je dirais, susceptibles. Ils se sentent agressés. Et pourtant, il y a des humoristes partout. Vous shootez dans une poubelle, il faut l'humoriste le matin. Mais je ne sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Gérard et Morel de l'Orne. Hein. Il disait, plus il y a moins il y a d'humour, plus il y a d'humoristes. Et je pense que c'est vrai. Bon, et puis alors, les caricaturistes, maintenant, vous pouvez vous retrouver, vous savez, décapités dans une salle, comme le cerf ou le chevreuil et tout, parce que le caricaturiste, on a quand même traversé des moments avec Charlie, et on continue. Hein, c'est quelque chose de... On est rentré dans une période qui, moi, me rappelle... étant protestant, Huguenot, on me parlait des guerres de religion, ça me paraissait très lointain, mais on est un peu revenu dans ces périodes-là. Et je me souviens justement de vos dessins au moment des attentats, de Charlie notamment. C'est une période qui vous a marqué. Oui, surtout que moi, j'étais pas... je connais... je suis passionné par Régis Debray, qui a écrit sur le fait religieux. On ne peut pas soupçonner Régis Debray d'être un bigot religieux, mais quand l'islam est le petit frère du monothéisme, hein, les juifs, les chrétiens, et sur l'image, là, on ne touche pas au prophète. Et donc, quand vous avez un peu une culture religieuse, vous savez que c'est très risqué. Vous pouvez vous moquer des catholiques, hein, ça va, mais c'est très risqué de faire des dessins sur le prophète. Et ben voilà, mes amis sont morts pour ça. Vous deviez être comédien à l'origine. Ah oui, alors c'est très vrai. Et puis, quand on sort comme ça d'une famille d'académiciens, c'est alors, mon père était fils de cheminot. Ça a été plus facile ou pas? Alors, c'est vrai que mon père est devenu académicien. Il est devenu académicien sur un parcours, mais au départ, il est fils de cheminot. Mon grand-père a fini à Sotteville sa carrière. Quand on est fils d'académicien, surtout quand on est dans une famille protestante, le métier de comédien, utiliser son corps pour faire le clown, on vous le dit pas, mais il vaut mieux fabriquer quelque chose. Vous voyez, je vous ai dessiné une vache, là. Ouais, on vous a dissuadé, finalement, de faire ce métier. On m'a pas dissuadé, non, parce que franchement, d'abord, je suis le dernier d'une famille de 6 enfants. Les autres, on les a peut-être dissuadés. Ils sont tous médecins, pharmaciens et tout. Moi, je suis vraiment l'idiot de la famille. Je pense que je suis arrivé très, très tard. J'ai remplacé un frère mort d'une leucémie à 16 ans. Alors là-haut, j'attendais, moi. Vous savez comment ça se passe, hein, vous attendez un poste sur la terre et tout. Et ils m'ont dit, écoute, voilà, tu vas débarquer en Normandie. Voilà. Et donc, je suis arrivé en 1966 à Caen, mais je suis arrivé dans une famille où il y a eu la maladie. Un peu, vous vous rappelez ce film avec Bourvil, L'Arbre de Noël? Et j'ai dû sentir que je devais avoir aucune fonction autre que de faire un peu, amener un truc, un peu de sourire. Et donc, naturellement, mes parents étaient quand même assez âgés. Ils avaient peut-être moins de principes d'éducation. Et donc, j'ai pu faire ce métier. Et puis, j'avais un environnement extraordinaire. Enfin, voilà, j'avais des livres partout. Enfin, voilà. J'ai fait la Sorbonne à la cuisine rue des Cordeliers à Caen. Voilà. Et donc c'est un métier multifacette, vous dessinez, vous êtes aussi sur scène, oui. Vous êtes notamment au château de Caen, oui. Une fois par mois, c'est ça? Alors après Charlie, parce que la question que vous avez posée est très bonne, j'étais timide. Et donc c'était plus facile de faire un dessin. Je vais voir Henri Verneuil à 20 ans, là-bas chez le prisonnier, bon, et il me dit, spécialisez-vous, restez dans le dessin. Je me suis demandé si mon père l'avait pas appelé pour dire attends, essaye de... Bon. Et donc mais tout au long de ma vie, je me suis dit je veux venir à la scène. Donc il faut que j'apprenne à faire ce dessin tout en parlant. Donc j'étais dans les foires, je parlais tout en dessinant. Les foires, c'est des écoles extraordinaires parce que vous avez vu, je vous ai dessiné rapidement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit mais pourquoi on ne peut pas dessiner tout en parlant et en faisant un show. Et quand il y a eu Charlie, je me dis, la vie est courte. J'avais vu Wolinski quelques mois avant, à Brive, et je me dis, ça peut comme ça, monte sur scène. Sois couillu.
Arrête d'avoir peur et tout. Par exemple, là, vous voyez, Bayrou est hospitalisé aujourd'hui, hein, donc on pense à lui, parce qu'il a peut-être attrapé la dermatose modulaire. Hein. C'est très usant d'être à Matignon. Non, mais voyez, ça, j'ai pas inventé ça. C'est le chansonnier. Hein, c'est les caveaux de la République. Donc vous êtes chansonnier, Oui, humoriste. oui. Couteau suisse. Ouais. Et vous allez nous parler de Jean-Claude Gandure. Ben voilà. Tout à l'heure. Et puis vous êtes aussi sur le canapé rouge d'un autre Normand. Ah oui. Ça vous tient à cœur. Alors oui, parce que Michel, c'est un... Michel Drucker, hein, c'est pour un ceux qui ne l'auraient parcours pas reconnu. incroyable, c'est Vire. Michel, c'est en même temps quelqu'un qui a vécu son rêve de monter à la capitale. Hein. Ce mot est un peu galvaudé, mais enfin, c'était quand même ça. Sa maison était près de la gare de Vire. Ils échappent, la famille Drucker échappe à la Shoah, c'est un miracle. Et Michel, bien qu'ayant réussi à Paris, a toujours une fidélité avec les territoires et la Normandie. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui a un cerveau multiple et il repère les gens. Et c'est vrai que c'est un découvreur. Et ça s'est passé donc en 2018. Il me dit, viens sur le canapé rouge, tu remettras un dessin sur l'histoire de la personne. Mais au départ, je ne pensais pas remettre des dessins. Moi, je suis plutôt quelqu'un du direct, un sniper. Et je me disais, ça va. Et il a eu la bonne intuition, c'est de raconter la vie, de faire raconter la vie des gens en dessin, un peu comme un carnet de voyage. Et ça, c'est passionnant. Et puis, je suis avec un Normand, donc Michel Drucker. Et observer Michel Drucker, c'est très, très instructif. J'imagine. On va parler de ce qui fait la richesse de la Normandie dans cette émission, le Neuchâtel notamment, sans transition, l'un des fromages emblématiques. On va écouter Emmanuel Fournier, il est gérant d'une fromagerie, il fait aussi partie du comité de vérification AOP pour ce fromage qui est un peu sa Madeleine de Proust. On l'écoute et puis on en parle juste après. Le côté lactique, hein, très terroir, très vache, et encore pas trop. Enfin, faut vraiment qu'il y ait un juste équilibre. Mais c'est vrai que c'est toute comment dire, l'essence même de notre terroir. C'est-à-dire que nos prairies verdoyantes du pays de Bray, avec les vaches normandes, voilà, la magie. Hein, je dis toujours la magie de partir d'un brin d'herbe et puis d'arriver à un produit fini tel que celui-là. C'est vraiment c'est exceptionnel. Puis c'est vrai que la légende raconte que les fermières normandes, au moment de la guerre de 100 ans, fabriquaient des fromages en forme de cœur pour s'attirer les bonnes grâces des guerriers anglais. Voilà, la légende du Neuchâtel, un savoir-faire normand. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que ça représente pour vous, la Normandie. Vous pouvez nous écrire en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran ou via notre ligne WhatsApp, le 06 10 82 63 27. On a aussi une adresse mail, rédaction@bfmnormandie.fr. Le Neuchâtel, Chonu, ça vous parle ? Alors, le Neuchâtel, c'est un excellent fromage. Il existe Paris-Camembert comme course cycliste. Ouais, c'est impossible, regardez, de faire Paris-Pont-l'Évêque parce que ça ne roule pas, hein, le Pont-l'Évêque. Voilà. C'est vrai, il faut bien le dire. Mais on a de la chance, on a quand même quatre fromages AOC. C'est unique. Un beau patrimoine. Ah bah super, bon, ça sent un peu fort, mais c'est formidable, mais on est bon. content. On va parler de vos liens avec la Normandie. Vous êtes donc né à Caen, vous vivez à Saint-Aubin-sur-Mer, près de la mer, et ça vous tient à cœur. Oui, c'est très drôle parce que quelquefois, il y a des Saint-Aubin-sur-Mer, c'est Diabolomante, Calvados. Mais les gens, à Paris, quand ils vont à Saint-Aubin, quelquefois, ils se trompent. Ils tapent Saint-Aubin et on les envoie à Saint-Aubin, en Seine-Maritime. Ouais, c'était la plage en galets de Bourville. Bourville allait se baigner à Saint-Aubin, de l'autre côté de l'eau. Moi, je suis le Saint-Aubin du Calvados. Et c'est vrai que on ne guérit pas de son enfance. Mes premières vacances, je les ai passées à 15 km sur la côte de Nacre. Et finalement, c'est un peu les vacances de Monsieur Hulot. Je suis resté un peu cette Madeleine de Proust. J'ai besoin de vivre dans l'endroit qui m'a fait rêver tout petit. Et quand vous passez des vacances très très longtemps au même endroit, ben voilà, vous rêvez de retrouver ça. Donc c'est un peu nostalgique, mais racontez-nous justement ces barrages que vous faisiez avec vos frères et sœurs. C'était à Hermanville-sur-Mer, c'est ça ? Oui, c'était à Hermanville. On avait
à marée basse, il y avait d'abord on choisissait les fameuses rivières, et puis on fabriquait ces barrages pour après faire des piscines. Et puis alors il y avait toujours les Parisiens qui arrivaient et tout, qui marchaient. Et puis alors on leur disait, mais attendez, la plage est à tout le monde. Alors ça, cette phrase, on l'a entendu, ces barrages, les châteaux de sable, et puis la pêche à l'étrille, ça c'est fantastique. Ouais. Donc c'est des moments incroyables, et puis surtout cette odeur d'iode. Et je vois le Havre. C'est-à-dire que moi, je vois, quand j'arrive parce que une fois que les émissions sont finies, je rentre chez moi, je veux voir la mer. Et en hiver ou en automne, il n'y a plus personne. Et tout d'un coup, vous avez la baie de Seine, la baie de l'Orne, et vous voyez au loin, comme si on allumait la lumière sur les torchères du Havre, qui illuminent le truc. Et vous vous dites, oui, cette côte, on voit d'eau, on voit Cabourg, on voit tout ça. C'est chez moi ici. Et j'ai besoin de la mer. Je crois que je ne pourrais pas vivre sans la mer. Et pourtant, je ne suis pas sur la mer. Je ne suis pas un navigateur. J'ai besoin d'être au bord de l'eau. Vivre à Paris, c'est impensable. Impensable. Et pourtant, Dieu sait que j'ai fait mes études à Paris, mais c'est une très grande ville. Voilà. Mais je crois que c'est fini maintenant. Je vais mourir au milieu des cormorans et des goélands et des bulots. Voilà. Parmi les Normands qui vous inspirent, vous nous avez parlé de Charlotte Corday. Alors, les femmes en Normandie m'inspirent. Mathilde, la femme de Guillaume, parce qu'on la présente comme une femme qui fait de la broderie, pas du tout. Hein, elle a confié ça à Shane, à des moines. Non, c'était une femme. D'abord, Mathilde, c'est une administratrice. C'est une femme qui, pendant que son mari, parce qu'à l'époque, il n'y a pas le ferryboat au départ de Ouistreham, ni le tunnel sous la Manche. C'est une femme très intelligente. Elle est enterrée dans l'abbaye aux Dames, bien entendu, à Caen. Et puis, Charlotte Corday, pareil. La Révolution l'a présentée comme une hystérique. Non, c'est une femme qui a tué un type qui est épouvantable, qui s'appelle Marat, le fameux tableau de David dans son bain. Et c'est une femme qui était girondine. Elle descendait de Corneille, bien connue ici. Et c'est une femme qui... Marat faisait des listes de gens qu'il fallait arrêter, etc. Et elle est allée assassiner cet homme qu'elle considérait comme une sorte de gestapiste. Et cette femme, bien entendu, la Révolution en a fait une anti-révolutionnaire, alors qu'en fait, c'était déjà une suffragette. Et j'aime beaucoup cette femme. On parlait du Neuchâtel tout à l'heure. On parle aussi de la Tome de Villedieu. Je crois que c'est un peu vous. Oui, parce produit, que alors un produit phare. La Normandie est un paradoxe. C'est-à-dire que la Normandie est créée en 911, elle est artificielle, la Normandie. On voit la diversité de paysages qu'on a, on a et la Tome de Villedieu, dans la Torgoule, il y a de la cannelle, enfin, on est enraciné et en même temps, on a besoin de se déraciner. Et la Tome, ça semble pas un fromage, c'est un problème de montagne. Alors, vous allez me dire, on a la Suisse normande, mais j'aime bien ces trucs qui nous sont amenés par nos ports. Ouais, et d'ailleurs, il y a des gens qui, dans le pays de Bray notamment, il y a un agriculteur qui a lancé des tomes. C'est une nouvelle activité. Ben oui, puis ça paraît insolite, bien sûr. Eh ben j'aime bien cet insolite parce que la Normandie, c'est un pays insolite. C'est un pays de l'humour. On a Alphonse Allais. On est un peu. On a le vin aussi maintenant. Et ben voilà, mais ça on l'a eu saigné aux vignes. Enfin bon, on l'avait. Il est de retour. On a connu le réchauffement climatique, faut pas le dire, mais avant. Hein. Et vous avez aussi appris à aimer les tripes sur le tard. Ah oui, alors ça c'est pareil. Moi, je viens pas d'une famille normande pure. Ma mère était plutôt du sud. Les tripes, c'est une initiation. Hein. C'est un peu comme manger vous savez, le poisson japonais là, avec la partie qui est du poisson. Parce que les tripes, c'est vraiment un truc c'est rédhibitoire pour les gens. Ah non, j'ai pas. Bon, et par contre, aimer les tripes, c'est une initiation. Et ce petit côté un peu gluant et tout, finalement, vous apercevez que ça. Je trouve. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, qui aime la cuisine asiatique et particulièrement la cuisine japonaise. C'est la texture qui est une aventure dans la tripe. C'est vrai. Voilà. Et je ne sens pas convaincu. J'adore notre ami qui est là. Comme ça, avec les lunettes, oui, d'accord, j'adore. Oui, ça. Non, mais je vous admire. oui, voilà. Bah oui, vous m'admirez. Bah oui, vous pouvez. Allez, sans transition, la découverte de cette émission. Dominique, vous allez nous présenter un milliardaire suisse. Pour quelle raison ? Alors, un milliardaire suisse, oui, qui adopte la Normandie, en quelque sorte. Il a trouvé sa ville en Normandie pour y bâtir, dit-on, un musée d'art XXL. Vous avez entendu parler du projet, j'imagine. De Jean-Claude Gandur. Jean-Claude Gandur. Et donc, il a retenu la seconde capitale de la Normandie pour y implanter
un musée privé. Cet ancien magnat du pétrole projette de construire un édifice de 25 000 mètres carrés, c'est pas rien, une superficie suffisante pour abriter son immense collection. Alors plusieurs milliers d'œuvres et d'objets dénichés et accumulés depuis un demi-siècle, qui oscillent entre l'archéologie, beaux-arts, art décoratif, ethnologie et art contemporain africain, pour être assez précis. Alors de quoi seront composées les collections du musée? Alors, on prévoit 850 tableaux majeurs de la peinture européenne d'après-guerre, de l'abstraction. Alors, on va trouver du Hartung, du Soulage, du Sarah Jean Fautrier, de la figuration narrative. Alors, pour les spécialistes, du Jacques Monory, du Peter Claesen, et en passant par le nouveau réalisme de Raymond Hins, Martial Reiss et Jean Tinguely, que l'on connaît un peu plus. Alors derrière ce milliardaire, il y a une fondation et une histoire d'ailleurs passionnante. Alors oui, la collection est gérée depuis 2010 par la fondation du milliardaire Jean-Claude Gandur. À l'origine, il voulait installer en fait ses collections à Genève dans une nouvelle aile du musée d'art et d'histoire, mais il y a eu une votation populaire qui est intervenue en 2016 et tout cela a brisé son rêve. Alors le milliardaire suisse s'est alors tourné vers la France, son pays de naissance, avec un cahier des charges quand même assez exigeant. Alors dès 2022, il avait présélectionné 7 villes. Alors 7 villes se sont portées candidates. Il y avait Bordeaux, Strasbourg, Annecy, Rouen, Fessenheim, Arles et Caen. Et les dossiers ont été passés au crible au cours d'un long processus, puisqu'il est venu souvent, Jean-Claude Gandur, notamment à Rouen avec son équipe. Et visiblement, on dit maintenant qu'il recherchait une ville plutôt moyenne, à la fois proche de la nature et d'un bassin d'1 million d'habitants, pour garantir évidemment une fréquentation du futur musée. Il faut que ce soit viable. Et donc c'est la ville de Caen qui aurait été décisive, Oui. puisqu'en proposant de créer, la ville a cédé en fait un terrain entre le mémorial et la colline aux oiseaux pour €1 symbolique. Alors est-ce qu'on connaît la date d'ouverture et les détails sur le musée? Alors, normalement, Jean-Claude Gandur aimerait ouvrir son musée d'ici 2030 et serait prêt à investir 80 millions d'euros dans l'affaire. C'est pas mal. Jean-Claude Gandur, actuellement, a sélectionné 8 cabinets d'architecture pour le projet du musée. Le faire sortir de terre, pour lui, ce serait un véritable musée du 21e siècle. On l'a compris, collectionneur est sensible aux nouveaux concepts environnementaux et à l'utilisation de nouveaux matériaux. Donc, il y a 8 finalistes aux côtés des cabinets qui viennent à la fois d'Europe, des États-Unis, c'est du lourd, hein, et du Japon. Ils doivent présenter leur projet définitif en décembre 2025. Et si l'un d'eux s'impose, le lauréat sera présenté en mars prochain. Et s'il y a besoin de départager les cabinets, le verdict sera rendu plutôt en juin. Voilà. Pour la direction du futur musée, un directeur d'établissement est recherché, mais il devra cocher pas mal de cases. Il faudra un conservateur de très haut niveau, qui a de l'expérience dans les musées. La science pourrait aussi faire son entrée par des rencontres et des colloques. En fait, bref, il y a pas mal de choses importantes. Et avant de découvrir les collections de la Fondation Gandur pour l'art dans le nouveau musée, eh bien, sachez qu'en 2027, ce sera un peu un prélude dans le cadre du millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant. Et justement. Sera présenté dans un espace encore à définir, mais on parle de l'abbaye aux Dames à Caen, Exactement. une exposition de grand renom. Tout à fait, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça assoit la Normandie comme terre de... ça va faire plaisir à Laurent, si tu nous regardes, comme terre de peinture. Et surtout, c'est adossé à un livre d'histoire. Et donc l'art est totalement relié. On n'a pas beaucoup de musées d'art à Caen. Cher ami, rappelez aux téléspectateurs comment s'appelle ce milliardaire suisse ? Jean-Claude Gandur. Gandur. Alors, il y a un homme qui avait un Gandur, hein, c'était Guillaume le Conquérant. On l'appelait l'homme à la poigne de fer. Il a coupé les mains de tous les Alençonnais qui foutaient le bazar dans ce duché de Normandie. Et c'est peut-être la naissance de l'art moderne, hein, du Jackson Pollock, qui avait du sang partout. Donc, Guillaume, c'était quand même un Gandur, hein, on peut le dire. Voilà. Et on a la Suisse normande ici. Bravo pour votre chronique, vous êtes brillant, cher ami. C'est gentil. Allez, on va terminer avec notre rendez-vous habituel, question pour un Normand. Allez, 10 questions rapides pour vous, Chaunu. Ah, c'est pour moi, d'accord. C'est pour Oh là, vous, mon Dieu. effectivement. Moule de Barfleur ou coquille Saint-Jacques? Qu'est-ce que vous préférez? Coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques. La cité de la mer de Cherbourg ou le musée maritime de Rouen? Ah, je vais être un peu provocateur. Le musée maritime de Rouen, parce que c'était l'avant-port de Paris. Et c'est une ville, avant qu'il y ait le Havre, Rouen est une ville, malgré tout, totalement maritime, même si elle est dans les terres. Donc, je salue les Rouennais. Ça me fait quand même du mal de dire du bien de la Haute-Normandie. Hein. La baie du Mont-Saint-Michel ou l'estuaire de la Seine? Ah, alors ça, j'aime les deux. Mais j'habite quand même, d'une certaine façon, la baie de l'Orne étant le prolongement de la baie de Seine. C'est un peu chez moi, la baie de Seine, oui. Mais
c'est vrai que le rocher de Tomblaine, mais là, c'est pratiquement, on arrive au paradis, là. On n'est plus sur Terre au Mont-Saint-Michel, là. Donc, Les cabines de plage de Deauville ou les cabines de Saint-Valery-en-Caux? alors, Saint-Valery-en-Caux, parce que Deauville, j'ai du mal, hein. Ah ouais. Là, j'aime Trop bien- parisien. Ah oui, Deauville, c'est vraiment un truc. C'est pas de chez nous, hein. C'est une principauté. Il faudrait y foutre les Grimaldi. Je sais pas, vous êtes d'accord avec moi? Monaco, ouais, c'est la Oui, Monaco, la Monaco, Normandie. mais avec le Havre en face. J'avais jamais pensé, ouais, c'est vrai. Non, mais- donc oui, les cabines de oui. Saint-Valery. Et puis, à pas confondre avec le cabinet choisi pour le musée Gandur, hein, qui n'est pas l'urinoir de Marcel Duchamp. Voilà. Le festival Beauregard ou le festival Papillon de Nuit? Est-ce que vous êtes un peu festival? Ah, pas du tout. Moi, je suis très vintage. Hein, je suis chez Michel Drucker. Non, les deux. Beauregard, c'est quand même incroyable parce que les gens, ça c'est très normand, les gens entendent parler de Beauregard dans toute la France, ils savent pas forcément où le situer. Et ça, c'est pareil. On a un problème d'image en Normandie. On a un problème de nous définir. Et donc, les gens, ouais, tu vas à Beauregard, alors, ils pensent que c'est une ville. Et en fait, c'est dans la banlieue. Donc, c'est Hérouville. Hérault, Hérouville, mais Hérouville, c'est comme Sotteville ou comme Mont-Saint-Aignan. Ou voilà. Et donc, c'est très étrange. Beauregard, c'est une aventure incroyable. Le cimetière américain de Colville ou le cimetière britannique de Bayeux? Oh, écoutez, Churchill, no sport. Avant que les Américains se décident d'entrer en guerre à cause de Pearl Harbor, Churchill, je vous rappelle que le port d'Arromanches, c'est Port Winston. Moi, j'ai le portrait de Winston Churchill dans mon bureau. Donc, toujours les Anglais, même s'ils nous ont cramé Jeanne d'Arc. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas leur confier la tapisserie de Bayeux. Ils vont nous la brûler. Un coup de fer à 17h à cause du tea et tout. Donc, voilà. Non, le cimetière britannique de Bayeux. La pêche à pied à Agon-Coutainville ou à Velette-sur-Mer? Qu'est-ce que vous préférez? Plutôt à Agon-Coutainville parce que j'ai commencé à la Manche libre. C'est vrai. Et une balade dans le centre-ville du Havre ou dans celui de Saint-Lô? Ah, c'est très fin vos questions. Écoutez, rien que pour dire, le Havre a été, grâce à Rushnak, le Havre, ça y est, il est rentré dans la légende. C'était pas gagné. Saint-Lô, il y a encore du chemin à faire. Et c'est très émouvant, Saint-Lô. Tableau peint par Corot. Et puis cette citadelle, avec cette église amochée par les bombardements. Je dis, visitez Saint-Lô, elle le mérite. Et puis une dernière question rapide. Un déjeuner en terrasse à Trouville ou à Étretat? Étretat, hein? Bah oui. Et en espérant retrouver un cadavre et de mener une enquête. Merci beaucoup. Merci à vous de Emmanuel votre accueil. d'avoir Bravo. été avec nous. On va évidemment remontrer vos dessins à l'antenne. Merci Oui. d'avoir croqué un petit peu l'actualité. Parce que j'espère qu'ils seront dans le musée Jean-Claude Gandur. Ça va valoir de la pépette. Hein, si tu peux les mettre dans mon musée. Jean-Claude. Merci beaucoup Dominique. On va se Merci, quitter Bastien. là-dessus. À très vite sur BFM Normandie.